Ce qui réunit les textes présentés ici, c'est le souci d'exposer le traitement matérialiste de l'oppression, de la marginalisation, mais aussi de la domination et de la normalité. Il s'agit d'insister sur ce que j'ai répété au cours des années, et principalement à propos de l'opposition entre les femmes et les hommes. La division se construit en même temps que la hiérarchie, et non pas avant. C'est dans le même temps, par le même mouvement, qu'une distinction ou division sociale est créée, et qu'elle est créée hiérarchique, opposant des supérieurs et des inférieurs. Si on n'est pas dans un groupe, on est dans l'autre. L'autre, justement, et même l'autre avec majuscule, est souvent invoqué comme explication des phénomènes dont je traite ici. L'oppression des femmes, celle des non-blancs, celle des homosexuels. Pour mettre fin aux discriminations fondées sur le genre, la race ou la sexualité, ou sur toute autre chose, il faudrait et il suffirait que nous nous décidions, une bonne fois pour toutes, à accepter l'autre. Des articles de presse aux écrits de philosophes, sociologues et autres savants, il ressort souvent que la hiérarchie de notre société serait due au rejet de l'autre, sauf en ce qui concerne l'opposition capitaliste et prolétaire. Non que celle-ci n'ait été traitée de cette façon en son temps, mais le marxisme y a, en 150 ans, substitué une analyse matérialiste. Depuis 1975, date à laquelle j'ai écrit pour un féminisme matérialiste, j'oppose à toutes les explications idéalistes de l'oppression des femmes une démarche matérialiste. Et la thèse selon laquelle les êtres humains ne supportent pas la différence est une thèse sur la nature humaine, une thèse essentialiste, donc idéaliste. Cette démarche n'est pas réservée à l'oppression des femmes, et j'ai réuni ici des textes traitant aussi de l'oppression des non-blancs et de celle des homosexuels. Ce qui est commun à ces trois oppressions, c'est que chacune divise l'ensemble de la société en deux catégories, en deux camps. Les principes de division étant différents, les groupes dominés et dominants constitués par un principe ne sont pas les mêmes que ceux constitués par un autre. Mais parce qu'il s'agit toujours de la même population de départ, chaque groupe dominant et chaque groupe dominé par un principe est à nouveau disséqué par le deuxième, puis par le troisième principe de division. Ceci aboutit à ce que chaque personne est nécessairement classée en femme ou homme, mais aussi nécessairement en non blanche ou blanche, et nécessairement aussi en homosexuel ou hétérosexuel. Ainsi on peut être dans le groupe dominé d'une division, dans le groupe dominant d'une autre, et à nouveau dans le groupe dominé d'une troisième, comme on peut être dominé dans les trois divisions ou dominant dans les trois. L'articulation, l'imbrication ou l'intrication de ces différentes oppressions, la combinatoire qui résulte de leur croisement, sont l'un des grands sujets de la sociologie, en particulier de la sociologie féministe. Je veux aussi montrer que la problématique de l'autre, comme explication du sexisme, du racisme, de l'homophobie ou de toute autre hiérarchie sociale, non seulement ne marche pas, mais suppose déjà l'existence de cette hiérarchie. L'objet de ce recueil est donc de démontrer d'abord que la haine du différent n'est pas un trait naturel de l'espèce humaine. Il y a deux raisons pour lesquelles la haine du différent ne peut être invoquée pour expliquer l'existence de groupes stigmatisés dans nos sociétés. La première est que l'explication par le rejet de l'autre est un psychologisme, c'est-à-dire la transposition de théories formulées sur le psychisme individuel à des phénomènes concernant le fonctionnement des sociétés. La seconde est que cette psychologie, ces théories sur le psychisme individuel, sont elles-mêmes des parties d'une philosophie particulière, occidentale, qui aborde la question de l'autre personne du point de vue du je. On peut dire que depuis Platon, la vision du monde occidental, avant d'être une réflexion sur le monde, est une réflexion sur soi. Le point de vue est celui du je. Mais, dans cette philosophie, le je est seul. Il ne se pose pas la question de l'autre personne. Le je incarne la conscience, cette conscience première et unique, qui dit, avec Descartes, « je pense, donc je suis », mais ne se demande jamais quelles sont les conditions de possibilité de sa pensée. Ce dédain des conditions de possibilité de sa propre existence et de sa propre pensée est même poussé plus loin. C'est l'ensemble de la société qui est nié. Or, aucun individu ne peut exister en dehors de la société. Il ne peut exister d'être humain sans société. Dans cette tradition occidentale formulée puis renforcée par les philosophes, c'est chez Hegel
que l'autre personne apparaît pour la première fois comme une question philosophique. L'expression paradigmatique de la vision occidentale est incarnée aujourd'hui par la psychanalyse orthodoxe, en la personne de Freud et Lacan. Quoi qu'il en soit de la validité des théories psychologiques, on ne peut, en aucun cas, en faire la base d'une explication des rapports entre groupes. Car même si on avait affaire à une psychologie matérialiste, où l'autre personne est toujours déjà présente, il y a, dans ce passage de la psychologie à la sociologie, un changement d'échelle qui est épistémologiquement injustifiable. La sociologie scientifique se heurte sans cesse à ce réductionnisme psychologisant, qui explique tautologiquement les violences policières par la brutalité des policiers et les violences conjugales par le mauvais caractère des maris. L'impossibilité méthodologique de transposer le niveau de la conscience individuelle au niveau social, d'appréhender les groupes et les rapports entre eux comme répliquant, sur une grande échelle, les processus mentaux individuels, est un point acquis dans les sciences. La société n'est pas un grand individu. L'organisation qu'est la société s'impose aux individus et préexiste à chacun d'entre eux, car nous naissons dans une société déjà existante. Elle ne peut cependant pas pour autant être conceptualisée comme un individu surdimensionné, ni comme la somme des individus qui s'y trouvent. Elle est un phénomène totalement distinct des individus. Elle a besoin d'eux, car une société ne peut vivre sans membres, et ils ont encore plus besoin d'elle, car en dehors d'une société, un être humain ne peut être humain ni simplement survivre. Mais cette interdépendance ne signifie pas que ces deux phénomènes aient les mêmes règles de fonctionnement. La société n'est pas un individu.